ici à Cotonou, s'est réuni et donc nous n'avions pas eu, disons, le temps nécessaire pour le faire, mais on le fera. Parce que la correspondance dit expressement également que c'est à 11 heures dans, disons, les locaux de l'ORTB. Et le syndicat encore s'oppose parce que l'ORTB est un attribut de l'État. Pour avoir accès donc à l'ORTB, vous devez présenter une pièce. Donc on ne saurait demain ouvrir grandement les portes de l'ORTB, disons, aux manifestants. C'est vrai que la motion ou les motions qui seront adressées au directeur général, donc à lui de prendre les dispositions pour, disons, garantir la sécurité aussi bien du personnel que du matériel. Donc la marche aura lieu. Ce n'est pas le Centrap qui organise la marche. Tout à fait, tout à fait. C'est le Forum des travailleurs et donc à ce sujet-là, on n'a pas d'objection parce que ce sont les membres du Forum qui marchent et non le Centrap. Donc on ne peut pas interdire la marche du Forum, mais le Centrap se réserve le droit de ne pas s'associer à cette marche-là. Et par rapport à l'actualité aujourd'hui dans la maison? Oui, Madame Sobeté, vous faites sans nul doute allusion, disons, à la crise née depuis l'intervention de notre collègue, Ozias Sounovo, dans une des éditions. Oui, oui c'est vrai, Madame, que nous avions été interpellés un certain nombre de fois, aussi bien par les organes de presse que par certaines autorités. Ma foi, on a été accusé de n'avoir pas agi. C'est vrai, nous sommes assez sereins au niveau du Centrap pour dire à l'opinion publique que si depuis l'intervention de notre collègue, notre camarade, il n'y a pas eu de sanction, même pas de demande d'explication, c'est du fait de l'implication du syndicat dans ce dossier. Et je voudrais vous rappeler qu'au lendemain donc, de cette déclaration de notre camarade, il y a eu une réunion d'urgence du CODI dont je suis membre. Tout à fait. Et à cette occasion-là, il a été retenu par certains membres du CODI qu'on lui adresse tout au moins une demande d'explication qui en fait n'est pas une sanction. Je me suis opposé parce que c'est vrai, je suis d'accord qu'une demande d'explication adressée à notre camarade n'est pas une sanction, mais combien de Béninois, combien de directeurs, combien de chefs de service savent par exemple qu'une demande d'explication n'est pas une sanction, parce qu'il n'est pas rare de rencontrer des chefs de service qui vous disent je vais t'adresser une demande d'explication. Donc j'ai dit avec insistance à ces responsables-là que ce n'est pas possible. D'abord, le contexte sociopolitique ne s'y prête pas. Secondo, au cours de cette réunion, il y a également des directeurs, c'est de leur droit le plus absolu, qui ont trouvé que cette soirée-là, Ozias ne pouvait plus passer sur le plateau parce que on n'est pas sûr de ce qu'il pourrait faire. J'ai dit non, Ozias c'est un collègue, c'est un camarade, Ozias fera le journal de 23h30. Donc, Banzémaré, je comprends l'amertume de ces directeurs parce que laisser les choses en l'état donnait l'impression qu'il n'y a plus d'autorité à l'ORTB. Mais au nom de la bonne foi, je crois qu'ils m'ont entendu. Ils ont accepté ma proposition. Et je crois que le passage de Ozias sur le plateau m'a donné raison. Parce que s'il ne présentait pas ce journal, je crois qu'on ne pourrait pas peut-être aujourd'hui maîtriser la situation. Et moi-même, ce soir-là, j'ai appelé Ozias Sounovo pour lui dire qu'il doit présenter le journal de 23h30. C'est vrai, et c'est normal. Il était hanté par une certaine peur. Mais je lui ai dit, rien ne va t'arriver, il faut bien que tu passes faire ton journal de 23h30. Il l'a fait. Mais ça, on n'avait pas besoin de le dire sur tous les toits. Et après ça, le syndicat a pu organiser une rencontre, aussi bien avec le directeur de la télévision nationale, le rédacteur en chef et l'ensemble des collègues de la rédaction. Et à l'époque, on s'est entendu sur un minimum. Qu'est-ce qui était querellé? C'était qu'à la télévision nationale,
il n'y avait plus de débat. Je ne dirais pas de débat contradictoire, parce que le débat il est déjà contradictoire. Tout à fait. Donc, il n'y avait pas de débat. Or, il se fait que depuis janvier, on devrait, disons, mettre en exécution une nouvelle grille des programmes au niveau de la télévision nationale. Et cette grille avait inscrit en lettres d'or trois émissions débat. La première, c'était le dimanche, intitulé Dimanche politique. Et j'avais trouvé à l'époque que ça ne veut rien dire, dimanche politique. Est-ce qu'on ne va parler que de politique? La deuxième émission est intitulée Parole aux institutions. Et ça, c'est mardi. Et la troisième, je crois que c'était mercredi ou jeudi. Donc, en principe, si on avait respecté les dates, il ne devait pas y avoir de problème autour des débats à la télévision nationale. Mais vous savez, l'administration, elle est ce qu'elle est. Mais il n'en demeure pas moins qu'à l'issue de cette rencontre avec les collègues de la télévision, nous avions convenu que, avec ou sans l'entrée en vigueur de cette grille, les trois rendez-vous réservés au débat, au profit de la rédaction du journal télévisé, seront mis en œuvre. Mais là encore, il y avait la Coupe d'Afrique des Nations qui a mis le pied dans les plats. Et puis il y avait un autre élément sur lequel on ne s'entendait pas. Est-ce que ce débat, ou c'est notamment celui qui doit avoir lieu dimanche, est-ce que c'est dimanche matin, est-ce que c'est dans l'après-midi? C'était une question qu'on discute avec Madame Brigitte Adela Koumousou pour trouver le mécanisme de retoucher cette grille-là. Donc on était parti sur de bons pieds, quand subitement hier, j'ai été informé, encore par des coups de fil, de ce que Ozia Sounouvou et Prévert seraient victimes d'un certain déclassement au niveau de la nouvelle programmation. Alors j'ai été informé par coup de fil par un journaliste de journal le Matinal, et je lui ai dit, c'est vous qui me l'apprenez, parce que c'est vrai, je suis secrétaire général du syndicat, mais je n'ai pas mon bureau dans les locaux de la télévision, je ne suis pas informé, je suis au four au moulin, mais je vais chercher à comprendre. Et que si c'était le cas, et que, encore que j'ai bien expliqué aux collègues que je suis rédacteur en chef adjoint à la radio, ce que je sais de ces gens de programmation, c'est rotatif. Et que je veux bien croire que la situation de Osias et de Prévert pourrait être assimilée à une sorte de sanction. Et je lui ai dit également, si c'est fait également, par rapport au contexte actuel, il n'y a rien à faire, n'importe qui pourrait l'assimiler à, disons, à une sanction. Donc ce matin, je crois, le matinal a repris, disons, ce que je leur ai dit au téléphone. Mais je puis vous assurer que c'est ce soir seulement que j'ai reçu une correspondance depuis le début de la crise, où on nous reprochait de n'avoir pas dit, de n'avoir pas fait de déclaration. Oui. Mais moi, je dis, je suis suffisamment responsable, je veux bien faire des déclarations, mais sur quelle base? Il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas d'affectation, il n'y a pas eu de demande d'explication, mais je trouvais quand même que aujourd'hui j'ai reçu une correspondance qui m'a été adressée pour dénoncer le déclassement de Prévert Moutéou et de Osias au journal de 20h, et je prends acte. Et je considère qu'eux, ils prennent ça pour des sanctions, mais je veux bien croire que ça ne saurait être des sanctions. Et si c'est le cas, je m'engage et je prends l'opinion publique à témoin pour dire qu'à partir de demain, nous allons discuter aussi bien avec la direction générale, avec la direction de la télévision et vous-même qui élaborez ces documents-là. Mais je voudrais également faire remarquer qu'on n'a aucune envie de mettre le pied dans les plats. Parce que si vous ramenez les deux collègues dans un programme que vous supposez être normal, ça suppose qu'il faut sortir d'autres personnes. Je ne voudrais pas qu'on dise en ce moment-là que le syndicat prend parti, parce qu'on sera obligé alors de sortir des collègues qui présentent déjà au profit des deux qui ne sont pas dans la programmation et dont les interprétations aujourd'hui sont considérées comme, disons, des sanctions. De toutes les façons, ça fera encore très très bientôt objet d'autres concertations entre les autorités de la maison. Monsieur le secrétaire général du Syntrab, Angelo Amoussou, merci pour toutes ces... oui, peut-être pour finir, je voudrais également vous dire que dans cette bataille, il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura pas de vaincu. Si on doit avoir peut-être un vainqueur, c'est encore l'ORTB. Et je voudrais en appeler
au sens de responsabilité de chacun des travailleurs de l'ORTB, pour leur dire que cette maison, elle nous appartient, à nous tous. Et nous n'avons aucun intérêt à scier l'arbre sur lequel nous sommes assis. C'est notre maison à nous tous. Et les problèmes de l'ORTB, à mon avis, doivent se régler à l'intérieur de l'ORTB. Merci, madame. Merci, monsieur Amoussou, infiniment merci. Donc, la suite de ce journal. Le ministère de la Communication, des Technologies, de l'Information et de la Communication a procédé à la validation de son plan de travail annuel. C'est un exercice qui permettra de déterminer la mise en œuvre des activités du ministère au titre de l'année 2015. C'était à l'Infosec à Cotonou, Awa Chérif nous en fait le point. La validation du plan de travail annuel réunit les différents acteurs du ministère de la Communication. L'année 2015 est une année particulière, selon le ministre Jean-Bertrand Dansou, vu la nouvelle loi organique relative à la loi de finances. À cet effet, une gestion rationnelle des ressources s'impose pour l'obtention des meilleurs résultats ou MCTIC. Dans ce contexte, nous devons faire preuve de disponibilité, d'anticipation et de rigueur dans la programmation de nos activités. Par rapport à la communication, en cette année électorale, notre ministère doit s'organiser pour jouer sa part de responsabilité en veillant au véhicule de la bonne information pour les populations sur tout le processus. Pour ce qui est du sous-secteur des TIC, nul n'ignore qu'il joue un rôle très stratégique dans le développement socio-économique de tout pays. C'est pour tout ça que le ministre nous invite donc à aborder la validation du PTA 2015 dans la perspective d'apporter une réponse appropriée et efficace aux défis qui sont les nôtres. Cet exercice également va permettre aux différents acteurs de revoir un peu les activités, de revoir la pertinence des activités, la cohérence de ces activités qui doivent permettre à l'atteinte des objectifs du ministère. La participation et l'engagement de tous s'avèrent indispensables afin de relever les défis qui attendent le ministère. Validation toujours de plan de travail annuel 2015 et cette fois-ci, c'est au ministère du Développement, de l'Analyse économique et de la Prospective. Et il s'agit d'évaluer les performances réalisées au cours de l'année écoulée et d'établir une feuille de route pour l'amélioration des activités de l'année en cours. C'était à travers un atelier tenu à l'Infosec à Cotonou. Un reportage Florine Zoudji, Olive Oussougou. Au ministère chargé du développement, de l'analyse économique et de la prospective, l'heure est au bilan. À la une, l'adoption du plan de travail annuel gestion 2015. Le ministre et les différents cadres de son département ministériel ont jeté un regard sur le chemin parcouru. Au terme de la mise en œuvre du plan de travail annuel du ministère du développement, de l'analyse économique et de la prospective, pour le compte de l'exercice budgétaire 2014, le taux d'exécution financière, base engagement du plan de travail annuel de notre ministère s'est établi à 85,54% contre 87,96% en 2013. Marcel Alain de Souza et les siens ne s'extasient pas du travail abattu. Leur credo est de faire beaucoup mieux que par le passé. Je vous exhorte à mieux cerner au cours de vos travaux les facteurs réels de contre-performance dans l'exécution des plans de travail annuels de vos structures respectives et à y trouver les approches de solutions qui combinent les objectifs à atteindre et les contraintes de tout genre. L'esprit d'anticipation, la capacité de discernement, le leadership et le souci du détail pour lesquels j'ai toujours attiré votre attention sera encore nécessaire dans un environnement qui sera encore, sans nul doute, plus difficile en 2015. En l'an 2014, le Bénin a enregistré une amélioration de ses indices économiques. En témoignent plusieurs classements mondiaux, dont Doing Business qui le met au rang des pays où l'investissement est. Toute chose qui exhorte les cadres du ministère à s'engager par leur travail à la pérennisation de ces acquis.
Il y a eu signature ce vendredi à Grand Popo d'une convention de partenariat entre le PDDC et les 25 communes partenaires de ce programme. Le PDDC, le programme d'appui à la décentralisation et au développement, accompagne depuis plus d'une décennie le Bénin dans sa politique de décentralisation et de déconcentration. C'est un programme soutenu par le gouvernement fédéral allemand à travers la GIZ. Martine de Souza-Attignon y était. Voici ce qu'elle nous apporte. C'est la deuxième fois que le programme d'appui à la décentralisation et au développement communal signe une convention de partenariat avec les 25 communes partenaires sélectionnées entre autres pour leur potentialité de développement, leurs besoins en appui conseil et leur complémentarité d'action avec d'autres partenaires au développement. Sur la base de la signature de cette convention entre les deux parties, les activités de la 4e phase du programme pourraient effectivement démarrer. Entré dans son 4e module d'exécution en juillet 2014, le PDDC va continuer à appuyer ses communes partenaires. L'appui se concentre sur la gestion budgétaire et comptable, le management de l'administration communale ainsi que la promotion de la participation citoyenne et la démocratie locale. Il faudrait que les communes qui n'ont pas encore présenté ces conventions à leurs différents conseils puissent le faire rapidement pour pouvoir rattraper le train. Vous savez, c'est pour sa 4e phase du PDDC qui a débuté depuis juillet 2014 et prendra fin en juillet 2017. Donc il faudrait que vraiment nous soyons dans le système pour pouvoir bénéficier un peu de ces ressources qui vont nous permettre d'améliorer toujours les conditions de vie de nos populations. Comme plusieurs autres communes, Ouida attend beaucoup de ce nouveau partenariat. Nous avons demandé que nous réajustions un peu les requêtes, les demandes pour que ce soit plus adapté à nos populations. Mais j'avoue que les Allemands sont très stricts. Déjà, un partenariat au-delà de 3 ans, alors que ça va se terminer en 2017. Ils veulent d'abord que nous fassions de telle sorte qu'il y ait d'autres conventions du même genre. Et je pense que nous devons les en féliciter. La gestion axée sur les résultats, ce thème retient l'attention depuis le 2 février, s'étendra sur plusieurs jours à Cotonou. Un séminaire de formation sur 5 jours donc qui vise à outiller les points focaux de IZF, c'est-à-dire investir en zone franc des 14 pays de la CEMAC et de l'UEMOA sur la gestion des activités du web IZF-Net. L'objectif est de rendre disponible l'actualité économique des pays africains de la zone franc CFA. Olive Oussougoué revient sur la question. La gestion axée sur les résultats au cœur de ce séminaire, des points focaux IZF investis en zone franc des 14 pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Une rencontre professionnelle qui vise à mettre à jour la planification et la gestion des activités du site internet izf.net en orientant les actions vers l'objectif résultat. La gestion axée sur les résultats, vous le savez fort bien, est une approche, un mode de gestion des projets et programmes axés sur des résultats concrets et réalistes. Il s'agit de mettre l'accent sur l'atteinte des résultats, la mise en œuvre de mesures de rendement, d'apprentissage, d'adaptation, ainsi que la production de rapports sur le rendement. En me basant sur cette définition, l'association IZF n'entend pas déroger à la règle de ce modèle de gestion d'activité. Et pour rester compétitif sur le marché de l'information économique, financière et commerciale, IZF doit pouvoir ajuster les objectifs de tous ceux qui contribuent à assurer sa notoriété et l'image des pays de la zone franc. À votre retour dans vos pays respectifs, je suis sûr de pouvoir compter sur vous tous
pour relever le défi d'une orientation en résultat dans la mise à disposition des informations économiques, financières et commerciales des pays membres de la zone franc sur notre site izf.net. Ce séminaire d'une semaine permettra de familiariser les participants avec les outils efficaces dans la planification, le pilotage et le suivi-évaluation des programmes et projets axés sur les résultats. Merci Olive Oussouboué. La quinzaine nationale de l'état civil organisée par la Direction générale de l'état civil fait son petit bonhomme de chemin à travers le Bénin. À Parakou, par exemple, les acteurs du système scolaire primaire et les agents de la mairie ont bénéficié d'une séance de sensibilisation sur le thème « Mon acte de naissance, mon passeport pour la vie ». Suivant le reportage de Théophile Salam. La première édition de la quinzaine nationale de l'état civil qui s'est déroulée du 15 au 25 janvier 2015 retrace l'importance de l'état civil dans la vie de chaque citoyen. Cet acte permet d'identifier un individu à travers des données telles que nom, prénom, date et lieu de naissance, la filiation et la situation matrimoniale. Ce qui est important à travers cette sensibilisation, c'est de faire comprendre à l'ensemble des acteurs qu'il serait mieux de commencer par se préoccuper de la de naissance de l'enfant depuis le premier jour qu'il est entré à l'école, notamment depuis le CI. Surtout nous, directeurs d'école, on souffre pour l'absence de ces actes-là, alors que l'enfant qui est né il y a de cela 10, 11 ans devrait normalement déjà avoir son acte de naissance. Au cours de cette séance de sensibilisation, le mauvais accueil dans certains services est pointé du doigt, ce qui suscite des réactions. Quelqu'un qui fait des transcriptions et qui a certainement fait plus de 50 transitions en une journée, il est fatigué. C'est pour cela que nous demandons à la direction de l'état civil de préconiser qu'au niveau des communes, les maires puissent faire un recrutement. En dehors de ça, il faut une sensibilisation en direction des parents. C'est l'acte qui est dans tous les dossiers qu'on peut faire pour que l'enfant aille à l'école, aille aux examens, qu'on ait des crédits à la banque. En toute chose, on va demander l'acte d'état civil. C'est pourquoi nous invitons parents de nous organiser pour avoir l'acte d'état civil. Ce n'est pas l'affaire des sages-femmes seulement. Les actes d'état civil concernent les actes de naissance, les actes de décès et les actes de mariage. La deuxième édition de la quinzaine nationale de l'état civil est prévue pour cette même année 2015 pour la poursuite de la sensibilisation. Opération de charme du cabinet SMS, le Smart Manager et Solutions. Ce cabinet de conseil des entreprises fait parler de ses expertises. Un gratin d'entreprise a été convié au Bénin Marina Hotel pour cette opération de marketing. Osias Sonouveau. Cabinet SMS, son nom résonne comme une application GSM à succès. Du succès, le Smart Managers and Solutions en revendique. À son actif, toutes sortes de solutions managériales aux entreprises en mal de gestion financière, comptable, fiscale, de fidélisation, de recouvrement, de montage de dossiers bancables, mais pas seulement. Au cours de ce dîner stratégique, les responsables d'entreprises sont conviés à discuter de leurs problèmes de formation. Le message incitatif est tout simple, c'est plus un investissement qu'une dépense perdue. Pour rentabiliser votre structure, pour avoir une bonne rentabilité, il faudrait que ceux qui travaillent dans cette structure, les employés, soient des gens efficaces. Et pour avoir cette efficacité, il faudrait forcément que ça passe par la formation. C'est pourquoi nous estimons, nous autres, à SMS, que la formation n'est pas une dépense, c'est forcément un investissement. Qu'à terme, vous êtes appelés à recueillir. Malgré son jeune âge, 3 ans à peine, ce cabinet SMS affiche une notoriété à faire pâlir d'envie. Témoignage d'un acteur clé au Bénin de la formation en entreprise. Et depuis bientôt 2 ans que ce cabinet nous côtoie, nous l'avons agréé comme centre fournisseur de prestations de services dans ce domaine. Je vais nommer Afrique Conseil, je vais nommer Talent Plus Conseil. Je crois que Smart Manager n'est pas des moindres à l'intérieur de ces cabinets. L'objectif est manifeste ici. Derrière cette soirée conviviale, les experts du cabinet SMS ont fait du marketing subtil, vendre avec élégance leurs services.
Nous allons à présent retrouver le ministre Barthélémy Kassa qui a visité des chantiers d'électrification de certains villages des communes de Djougou, de Kopargo et de Materi. Eh bien, le ministre de l'Énergie est allé évaluer l'évolution des travaux de mise en place du réseau électrique dans ces localités. L'occasion a été propice pour cerner les difficultés sur place et des dispositions sont prises pour y remédier très rapidement afin de permettre aux populations de jouir de l'électricité. Emerida Kwensoton. L'électricité n'est plus un luxe, c'est une nécessité et cela, le gouvernement du président Boni Yayi l'a si bien compris qu'il œuvre quotidiennement pour sortir toutes les localités du pays de l'obscurité. Après les chefs-lieux des communes et ceux d'arrondissement, c'est au tour des villages de bénéficier de l'extension du réseau électrique dans leur zone. Un projet dont bénéficient les communes de Djougou, Kopargo et Materi. Barthélémy Kassa, le ministre de l'Énergie, s'est déplacé ce jour dans ces communes pour constater l'évolution des travaux sur place. Yayi Boni a dit, ce qui est injuste là, lui combat ça. L'électricité doit aller partout. Le programme spécial qui a consisté à sortir tous les chefs-lieux de communes d'abord de l'obscurité et qui a entamé l'électrification des chefs-lieux d'arrondissement a une composante particulière, laquelle, lorsque le réseau enjambe une grosse agglomération comme celle de Tetonga, la population doit voir la lumière dans cette localité-là. Mais si ce n'est pas Yayi Boni là, qui va penser à vous de cette manière? Si ce n'est pas Yayi Boni qui va penser à vous? Les délais de remise des ouvrages sont rappelés aux entrepreneurs. Yayi Boni a dit tous les travaux qui ont démarré l'année passée doivent connaître leur achèvement au plus tard en mars de cette année. Même si moi-même je ne reviens pas, une équipe du projet va revenir avec l'entrepreneur et le reste du matériel qu'il faut pour construire l'entièreté du réseau ici à Gwandé. Grande est notre joie et je voudrais au nom du conseil communal que j'ai l'honneur de présider, remercier le gouvernement de son Excellence le Dr Boni Yayi et le ministre qui ont eu cette attention particulière pour cette localité. Et je voudrais, au nom des populations, exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit du président parce qu'il fait beaucoup pour ce pays. Chaque bouche doit remercier le docteur Yayi Boni pour avoir pensé à s'ingrer dans le compte de l'électrification rurale. Parce que nous sommes en train de souffrir depuis fort longtemps. Il est la seule personne qui a pris le doigt en haut pour dire cela va s'exécuter d'ici là. Allez lui dire merci. Des suivis réguliers sont prévus sur le terrain pour détecter les éventuels blocages des travaux et y trouver des solutions. Attaché de défense près les Nations Unies, Patrick Jean-Baptiste Ao est promu depuis le 1er janvier 2015 au grade de contre-amiral, suite au port de Galan qui a eu lieu le 26 janvier dernier par le président Boni Yayi. Le contre-amiral Ao a rendu grâce à Dieu pour cette promotion. Jean-Claude James était témoin de cet instant de communion avec le Très-Haut à l'église Mohoreb à Fifadji. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Ce message de foi est chevillé à l'âme de Patrick Ao. L'attaché de défense près les Nations Unies n'a pu s'empêcher de le traduire par cette messe d'action de grâce suite à sa promotion au grade de contre-amiral. Je me dois en premier lieu de remercier de tout mon cœur le président de la République. Mes remerciements vont également aux ministres qui ont honoré de leur présence cette cérémonie. Toute ma gratitude au haut commandement militaire pour son soutien sans faille. Merci à tous, frères et sœurs bien-aimés en Christ, pour tous vos sacrifices et prières sans lesquels nous ne serions peut-être pas ici aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu.
À cette fête de reconnaissance à Dieu se sont mobilisés ses frères en Christ que ses frères d'âme. Je loue le Seigneur et je vous prie de le louer avec moi parce qu'il m'a fait grâce de vivre jusqu'à ce jour pour être dans la gloire. On s'est retrouvés ensemble au niveau de la marine il y a de cela plus de 25 ans. Et je crois qu'à aucun moment, nous n'avons jamais eu de prise de bec. Il y a toujours d'entente parfaite entre lui et tous ses collaborateurs. Je prie afin que la main du Tout-Puissant repose sur vous, qu'il soit votre protecteur partout où vous passez. Moment de bénédiction, mais aussi de dédicace du grade à la famille du promu et au corps du Christ. Tout ceci dans une atmosphère de louange. Retrouvons à présent les ressortissants de Niki résidant à Parakou qui ont célébré le week-end écoulé la Gani, des moments de communion, d'échange et de partage entre frères de Niki. L'événement a été placé sous le parrainage du préfet des départements du Borgoué de l'Alibori. Suivez les détails avec William Aguillard. C'est la deuxième édition de la Gani célébrée par les ressortissants de Niki résidant à Parakou. Des moments de retrouvailles, mais également d'expression identitaire pour une meilleure intégration dans leur commune hôte. L'initiative vient de la section Parakou de l'association de développement Soutidera de Niki. Ne dit-on pas que un chat déplacé de son milieu miaulerait toujours à sa manière habituelle, quel que soit le nouveau milieu de transfert? La Gani est pour le Batonou un patrimoine à sauvegarder avec précaution. Oui, avec précaution, parce qu'elle se veut obligatoire pour tout Batonou. C'est l'occasion pour le Batonou de communier avec ses ancêtres. Pour qui connaît la philosophie du Batonou, la communion avec les ancêtres est le fondement de la vie sur terre ici-bas. Salamatou Kora Poumou, préfet du département du Borgoué de la Libori, natif de Niki, représentant Sa Majesté Sabina Ina III, roi de Niki, promet tout son soutien à l'organisation de cette fête identitaire à Parakou. En initiant une journée commémorative de la Gani, les membres de la sous-section Soutidera de Parakou expriment leur reconnaissance et leur attachement à la communauté de Parakou tout entière pour la franche collaboration entretenue. Nous ne saurions donc nous dérober d'une pareille initiative. Imaginez les difficultés qui se posent. Toute initiative qui concourt à une analyse organisationnelle pour s'affirmer et mieux ajuster le comportement du groupe mérite donc soutien et encouragement de notre part pour garantir la paix et la quiétude. La Gani des ressortissants de Niki résidant à Parakou, c'est des moments de prière, de cavalcade, de danse folklorique et d'exposés débats sur des questions d'intérêt commun. Et pour terminer, culture toujours avec la sortie officielle du dignitaire Guéran Gobi Yerima de Boué. La cérémonie a mobilisé les amis, les parents, les autorités religieuses, traditionnelles et politiques. Reportage. Il s'appelle désormais Guéran Gobi Yerima. L'homme connu sous le nom de Haruna El Hadi Seydou Mama passe à une hiérarchie supérieure. Il accède à la principauté du royaume de Boué, étape importante pour prétendre au trône. Il s'appelle aujourd'hui Guéran Gobi. C'est le prince de Boué. Et vous savez très bien, après Boué, c'est Niki. Donc, il prend le surnom d'abord avant de chercher le trône. S'il n'a pas un surnom, même le jour il vient être candidat, ce n'est pas possible. Il est reconnu comme tel et reçoit les hommages dignes de son rang. L'honorable Rachidi Gbadamassi était de la partie. Il justifie sa présence. Le Bantomou et le Nago, c'est comme la calebasse et sont couvertes.
deux ethnies inséparables, liées par la tradition, par l'histoire. Badoma, Batonou Kawa. Le ministre Yaya Aboubaka, au nom du gouvernement, congratule le dignitaire pour son mérite. Au nom du gouvernement, je félicite mon jeune frère Aruna, qu'on vient d'introniser Gobi, et je lui souhaite plein succès. Guérin Gobi Yerima rejoint désormais le grand groupe des prétendants au trône. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À 23h30 sur ce même plateau, Christian Nyakadia.